Bienvenue François Hurel. Merci. Je rappelle que vous êtes président de l'Union des auto-entrepreneurs en France. Et j'allais dire, j'ai en face de moi le Géo trouve tout de l'auto-entrepreneuriat en France. C'est vous qui avez qui êtes à l'origine. En quelque sorte. Oui, c'est un peu ça. En quelque sorte. C'est vous qui avez créé J'aime bien ce mot. C'est vous qui avez créé le régime. C'est moi qui ai créé le régime. C'est moi qui ai initié le régime. Une commande d'un ministre. J'ai répondu à une commande, un rapport, un auto-entrepreneur, un parlement, et c'est parti. Ça, c'était il y a 10 ans. Une dizaine d'années. Une dizaine d'années, parce que c'est 2009, c'était en 2009 1er janvier 2009, mais en réalité, la loi date du 4 août 2008, et le rapport date de tout début de l'année de 2008. C'est un exploit déjà d'avoir en France réussi un rapport aussi révolutionnaire et un projet de loi aussi rapidement mené. Pourquoi vous dites que c'est un exploit en France? Parce que le société temps, très conservatrice, qui fait de la résistance en permanence, non, mais le temps parlementaire est très long, le temps politique est très long. Le temps législatif et autres. Le temps législatif est aussi très long, les navettes, enfin bon, voilà. Ouais. Mais j'avoue que les 4 premiers articles de la loi de modernisation de l'économie portaient sur le régime de l'auto-entrepreneur, une réussite. Votre passage auprès de Jean-Pierre Raffarin vous a servi à la matière ou pas? Oui, bien sûr. Je vous dis ça parce que je sais que vous avez... Voilà, c'est des libéraux. Ce sont des libéraux, ouais. Libéraux humanistes. Oui. Moi, je peux dire que je suis un bébé Madeleine, un bébé Raffarin. Ouais. Donc j'ai toujours une grande affection, une estime pour eux, parce qu'ils ont, je pense, des idées qui correspondent à ce que je crois être la justesse de la façon de faire de la politique. Mais le libéralisme en France, enfin, en tout cas cette vision, cette doctrine a du mal à s'installer, a du mal à prendre. Encore aujourd'hui. Hein, alors, je pense que derrière le mot libéralisme, il y a l'espèce de vouloir imaginer que tout est libre, on fait tout, on fait n'importe quoi, on maltraite les gens, pas de cadre, pas de normes, pas de... Ouais. On tout gagnait, pas du tout. Je pense que le libéralisme, il ne fonctionne pas s'il n'est pas associé à de l'humanisme. Il faut les associer, sinon ça ne marche pas. Est-ce que c'est le cas de l'auto-entrepreneuriat et du régime d'auto-entrepreneur? Il est totalement, justement... Il est entre les deux? Vous avez mixé entre les deux? Cranté pour qu'il soit tout autant humaniste que libéral. Avant de rentrer dans le dur, si je puis dire, François Hurel, juste sur un petit peu l'auto-entrepreneuriat en France. Aujourd'hui, en préparant l'émission, je me suis rendu compte que c'était ce qui avait tiré un petit peu la croissance de création d'entreprise ces dernières années. Clairement. On est sur des scorings extrêmement importants. Oui. J'ai juste un chiffre qui fait sourire. En 2009, la France créait bon an, mal an, 220 000 entreprises. Cette année, elle en a créé un peu plus de 700 000. Voilà. Et parmi ces 700 000, un bon 70% sont des auto-entrepreneurs. Preuve qu'effectivement, c'est plus qu'une révolution de l'entrepreneuriat. C'est maintenant une révolution du travail, une révolution de l'activité. On a changé le regard. Est-ce que c'est les décideurs politiques? Parce que c'est important, parce que nous, on est un petit peu dans cette dynamique-là aujourd'hui. Hein. Est-ce que ça a été boosté par les décideurs politiques? Est-ce que ça a été boosté par les acteurs économiques? Ou est-ce que c'est un effet, en fait, une lame de fond de la société et de cette jeunesse aujourd'hui qui arrive sur le marché du travail et qui a une autre relation, un autre rapport avec le travail? Alors, un peu des trois. La jeunesse, la réponse est claire. 70% des jeunes de notre pays, en France, disent qu'ils ne veulent plus être salariés. Être indépendant correspond à leur gène. C'est un message, d'ailleurs. C'est un message. Donc, ce que vous êtes en train de dire, François Hurel, c'est que ces jeunes-là, c'est pas par obligation, mais c'est par choix. Non, c'est par choix. Qui se dirigent vers c'est par choix, quand ils sont jeunes. Statut d'auto-entrepreneur et travailleur indépendant. Absolument. L'économie a clairement poussé le dispositif. L'économie l'a poussé parce que la société a changé et que nous sommes aujourd'hui une société de consommation de services. Et que le service, c'est la consommation multipliée par de services, fonctionne pas bien avec le salarié, la rigidité du salariat. Et du coup, l'économie de service, elle marche mieux avec un régime indépendant, un régime un peu nouveau, un régime un peu agile, qui est le régime de l'auto. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire à demi-mot que c'est l'ubérisation de la société qui a boosté l'auto-entrepreneuriat. Je n'aime pas comparer et faire que l'idée de l'ubérisation, c'est l'idée du service. Je pense que ça n'a rien à voir. Le Uber est un acteur économique qui a entre autres, il y en a d'autres, qui a inventé un algorithme qui permet la rencontre d'un client avec un offreur.
C'est très bien, il fallait le faire, mais tout ne tourne pas autour de la planète d'Hubert. Non, il y a beaucoup d'autres choses. Au niveau de l'esprit, hein. J'ai envie de dire ce qui change tout, et c'est la troisième lame de fond, c'est évidemment cette économie de service, et cette économie qui se nourrit du numérique. Le collaboratif est devenu quelque chose que nous vivons tous les jours, tout le temps. C'est-à-dire l'auto-entrepreneuriat est tiré par les nouvelles technologies ? Mais la réponse, oui et non. Par exemple, il n'y a pas plus classique que le métier de livreur. Quand vous achetez demain matin une télévision, quand vous achetez un machin qui est lourd, vous avez pas envie de le porter, vous avez envie qu'on vous le livre. Et puis, évidemment, vous avez envie qu'on vous le livre, non pas en vous expliquant qu'on va vous livrer entre 9h et 17h, et puis on ne sait pas très bien quand, vous allez attendre et poireauter chez vous. Non, on va vous proposer de vous le livrer après 20h le soir, quand vous êtes là, ou avant 7h du matin, avant que vous partiez c'est-à-dire travailler. Clairement quand ça vous arrange. Et c'est le service. Et ça, c'est de l'auto-entrepreneur. Et donc, c'est pas de l'Uber, c'est de l'auto-entrepreneur. C'est-à-dire, c'est de l'ultra-flexibilité. C'est de l'ultra-flexibilité, mais c'est surtout le reflet de notre mode de vie. C'est nous qui consommons comme ça. Et on peut pas critiquer à la fois dire que la société est très libérale, la société, et en même temps être des grands pourvoyeurs du service. On a envie de service, tous. Pour rester sur l'actualité, et l'actualité d'ailleurs franco-française, est-ce que la montée en charge et la montée en puissance de l'auto-entrepreneuriat, c'est son pendant, j'ai envie de dire, c'est les gilets jaunes, mais en se disant que l'horloge est complètement différente. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Non, le reflet du gilet jaune, c'est pour moi, c'est une contestation qui est beaucoup plus profonde que le rond-point français. C'est une crise du capitalisme. C'est une crise du travail, c'est aussi une crise de la cherté de la vie. C'est une crise du travail, non, c'est surtout une crise de l'éducation. Je pense que c'est le fait que nous constatons 40 ans ou 50 ans plus tard que finalement il y a une frange de population qui n'a pas eu accès à l'éducation et qui a eu accès à de la subvention et à de l'aide. Et c'est une forme de révolte parce qu'on veut plus de l'aide, on veut de l'éducation pour permettre de grandir. Et c'est ça qui est la vraie question posée. L'éducation, c'est quel type d'éducation ? C'est apprendre à lire, à écrire ou ça va bien au-delà ? Non, ça va bien au-delà. C'est apprendre à travailler, c'est apprendre un métier, c'est apprendre à s'inscrire dans la société, c'est à être un acteur social reconnu. Et ça, je peux vous dire que c'est une crise qui est beaucoup plus profonde. Et de là, la réponse instantanée, vous la trouvez dans le Brexit, on se referme. Vous la trouvez dans le Trumpisme, on se referme. Vous la trouvez dans l'Italie, qui se referme aussi. Et à ne pas y prendre garde, la crise va se contaminer. Mais c'est une crise d'un modèle d'éducation qui n'a pas fonctionné et qui montre que l'ascenseur social si cher à Jacques Chirac, il n'a pas marché. Il n'a pas si bien marché que ça. En tout cas, il n'a pas marché pour tout le monde. Le régime de l'auto-entrepreneur, pour y revenir, il est justement une chance d'accéder. Il nivelle un peu les chances de devenir un entrepreneur et d'être reconnu. Est-ce que là, lorsqu'on est auto-entrepreneur, je crois qu'il y en a un peu plus d'1 million en France, 1,3 million, c'est ça ? 1,4 million. 1,4 million. Est-ce qu'on gagne bien sa vie ? Parce que assurer des livraisons entre 7h et 7h30 le matin de téléviseurs, est-ce que ça permet de gagner sa vie, de payer son loyer ? Je vais vous dire. Alors, il y a deux choses dans votre question. Elle me plaît beaucoup. Premièrement, oui, la réponse est oui. La moyenne du revenu des auto-entrepreneurs en France, c'est avoisinant les 10 000 euros par an. 10 000 euros par an. La moyenne. Mais attention. C'est-à-dire qu'on est sur du SMIC mensuel. Attention, parce que derrière les moyennes, il faudrait aussi regarder les moyennes de temps passé. Parce que ceux qui gagnent 10 000, il y en a pas mal qui gagnent pas beaucoup, mais parce qu'ils n'y consacrent que 5 à 10% de leur temps. Moi, j'ai mon voisin qui passe ses samedis à aider des gens à monter leur box. Leur box, parce que c'est extrêmement compliqué de monter sa box, et quand on n'y connaît rien, il faut brancher des fils, programmer des ordis, et quand on n'y connaît rien, c'est extrêmement agaçant. Il le fait le samedi, parce que c'est un spécialiste et que ça l'amuse. Mais il travaille 5% de son temps. Et lui, il rentre dans la moyenne des 10 000 euros. Et puis, vous avez celui qui, à l'inverse,
est au plafond Travaille exclusivement, en fait. qui travaille exclusivement à 100% de son et lui temps. il peut avoir des revenus moyens de l'ordre de Alors, 200 000 euros, 200 000... Maintenant, non, c'est 20 pas 000 euros, volé. je veux dire 200 000 C'est dirhams. pas volé. Ça peut monter jusqu'à 170 000 euros par an Ouais. quand vous faites de l'achat pour revendre. 170 000 euros par an. Et à 70 000 euros quand vous faites du service. 70 000 euros, c'est beaucoup. 70 000 euros par an, c'est plus que 3 SMIC ou 4 SMIC. Ce qui était énorme, net dans votre poche. Donc ça veut dire qu'on en vit assez largement. Je rappelle quand même que le revenu moyen des Français, il est plutôt d'un SMIC,4 à un SMIC,5. Donc c'est quand même Donc après redistribution. Bien sûr. Est-ce qu'on a les mêmes avantages Alors, que le salarié qui gagne un SMIC? On va poser deux questions. Tous les mois, oui. Et je vais revenir sur un point que vous avez dit. Est-ce que ça permet de se payer un loyer? De vivre dignement. La réponse, c'est ça permet de se payer un loyer, mais paradoxalement, la revendication première des auto-entrepreneurs aujourd'hui, c'est d'être socialement reconnus. Je vais vous schématiser ça d'un mot qui va vous faire sourire. Ils veulent devenir des adultes. Pour être adulte, il faut faire deux choses. Il faut pouvoir louer un appartement et donc s'éviter de donner 3 feuilles de paye, parce que quand on n'a pas de feuille de paye, c'est très difficile de louer. Et il faut pouvoir aller dans un magasin de grande distribution, acheter une télévision en la payant 3 fois sans frais ou avec un crédit de 12 mois et ne pas donner de feuille de paye. Et ça, c'est vrai que quand on est un travailleur indépendant en France, on n'y accède pas. Donc, on n'est pas adulte. Et ça, c'est une revendication à laquelle il faut que nous répondions vite. Et donc, c'est de là mon idée de la convergence des protections sociales. Parce que si on ne fait pas converger les protections sociales, on ne donnera jamais d'amortisseur social à une phrase très simple. Comment répond-on à celui qui perd accidentellement toute possibilité d'avoir une activité ? Il faisait du vélo, il livrait des pizzas, il s'est cassé la figure. Il peut plus livrer des pizzas parce qu'il peut plus monter à vélo. Et là, il avait une activité qui marchait pas si mal, et ben finalement, il n'a plus de clients, ça marche plus. Il est malade et malheureusement, il n'a pas choisi, il peut plus travailler, il ne gagne plus rien. Et donc tous ces parcours-là, il faut que nous les sécurisions. Et ça, c'est extrêmement important. C'est quoi les options de financement parce qu'en fait vous êtes en train de décliner un modèle social parallèle à celui qui à l'existant. Augmenter un peu les cotisations, c'est-à-dire que c'est au consommateur final d'accepter de payer un tout petit peu plus. Est-ce qu'il est prêt, la prestation. Est-ce qu'il est prêt à payer plus? La réponse est oui. Sa pizza, est-ce qu'il est prêt à la payer un peu plus cher? 20 centimes d'euros de plus ou 30 centimes d'euros de plus? Interrogez-les. La réponse est oui, clairement oui, évidemment. Et se faire livrer une télévision. Il faut en vendre et puis surtout il faut en livrer des pizzas pour pouvoir financer sa propre protection sociale. Mais la réponse est oui. Et puis la solidarité aussi doit participer à ça. C'est-à-dire la solidarité. Et donc, du coup, on sait tous qu'il y a effectivement. Je vois mal l'État en fait venir mettre de l'argent au pot. Eh bien, voyez, par exemple, pour l'assurance perte subie d'activité exceptionnelle des travailleurs indépendants, c'est l'État qui a mis au pot une couverture sociale de 800 euros par mois pendant 6 mois pour permettre justement à des auto-entrepreneurs qui n'auraient plus rien et plus aucun revenu de s'en sortir, juste de s'en sortir. Et ça, je pense que la France est le pays qui a inventé la protection sociale. On ne va pas la désinventer. On ne va pas m'expliquer qu'il faut précipiter les gens dans des situations précaires. C'est pas vrai. Il faut justement inventer la protection pour leur permettre finalement de dire à un jeune, à un moins jeune, si tu te lances dans l'auto-entrepreneuriat, c'est sans risque et t'es protégé, t'as quasiment la même protection que si tu étais salarié. Donc pourquoi se précipiter vers le seul modèle où de toute façon il y a peu de débouchés. Donc il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et du coup, l'auto-entrepreneur devient une alternative plus que crédible. Et par rapport à la fiscalité aussi, parce que nous, d'ailleurs, je vais vous interpeller sur le Maroc, puisque nous, c'est d'actualité avec la Direction Générale des Impôts qui a mis en place tout un volet fiscal aussi, reconnaissance du statut, auto-entrepreneur et tout un volet fiscal. Sur la fiscalité, ça se passe comment ? Aujourd'hui, un auto-entrepreneur, en deçà d'une... Alors on va pas rentrer dans la technique, en deçà d'un revenu fiscal extrêmement bas, il paie 1% de charge fiscale. Extrêmement bas, c'est quoi ? 1%. 25 500 euros de revenus fiscaux par foyer fiscal. D'accord. Donc c'est relativement bas. Donc c'est 1 point. C'est 1 point. Pour lui, c'est 1 point. Et puis dès qu'il dépasse ce revenu de référence, il paye son impôt sur le revenu
proportionnel, comme nous le payons tous, avec une progressivité de l'impôt. On commence à 5%, à 10%, etc., etc. Et donc, on finit à 41%. Ce modèle fiscal qui est juste aussi, pour vous, qui êtes l'inventeur du régime auto-entrepreneurial, parce que je rappelle aussi qu'en France, il y a tout un débat aussi aujourd'hui sur la refonte du modèle fiscal. Est-ce que là, c'est un modèle qui, effectivement, permet une contribution juste de l'auto-entrepreneur auprès de l'État, et l'État s'y retrouve aussi en matière de collecte de l'impôt? Je pense que la réponse est oui, mais je pense que la vraie révolution fiscale, elle va bien au-delà de ça. Il ne faut pas la poser par seulement la progressivité de l'impôt, créer une tranche supplémentaire ou faire payer un peu plus l'un ou l'autre. C'est pas ça le sujet. Le vrai sujet, je pense, c'est doit-on rentrer dans une démarche de fiscalisation de la protection sociale et de portabilité des droits. Moi, j'ai le sentiment qu'on ne pourra pas éternellement avoir de multiples statuts, de multiples façons de travailler, de multiples revenus et des protections sociales aussi diverses, qui ne s'agrègent aussi mal. Je pense qu'il va falloir à un moment donné changer la règle. Et changer la règle, ça veut dire que tout revenu, quel qu'il soit, doit payer des charges sociales équivalentes pour tous les revenus, que vous soyez un salarié, que vous soyez un indépendant, que vous soyez un capitaliste. C'est-à-dire que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Absolument, en matière de fiscalisation sociale, et que l'individu, au début de sa carrière professionnelle, il acquiert des droits. Et ces droits, il va les porter au fur et à mesure de tous ses revenus qui seront assujettis à ses cotisations. Ce qui fait qu'il aura des droits parce qu'il a été salarié, il aura des droits parce qu'il a été indépendant. Donc ça veut dire des droits à la carte. Parce que... Ce que tu es en train de dire, c'est les droits à la carte. On non, sort de lui. Il peut surtout les porter. Oui. Ça veut dire que, quel que soit son accident de parcours, quel que soit son changement de situation, il peut devenir agriculteur, indépendant, salarié, retraité, il a des droits. Et ces droits, il les a portés toute sa vie. Et ça, je pense que la portabilité des droits est une réflexion qui nécessite qu'on la mêle à la question de la situation fiscale. Et la situation fiscale, justement, est-ce qu'on peut mettre aussi en parallèle la situation d'un salarié et la situation d'un auto-entrepreneur? La réponse est oui. Oui, pourquoi mais pas? Est-ce que c'est les mêmes statuts? Non. Mais c'est pas le même statut, c'est un revenu. Oui. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on fait une différence. Donc en fait, on doit fonctionner avec une logique purement économique, en fonction des revenus. Vous avez 100 de revenus salariés, vous avez 100 de revenus d'indépendants, vous avez 100 de revenus d'agriculteurs, vous avez 100 de revenus capitalistes, entre nous soit dit, vous avez 100 de revenus. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il y aurait des protections sociales différentes, des impôts différents. C'est-à-dire, il faut justement essayer de faire simple et changer ce modèle-là. Et du coup, vous créez de la portabilité. Ça veut dire que quand vous devenez étudiant, vous avez des droits sociaux d'étudiant, puis vous les portez au fur et à mesure de vos activités, parfois différentes, parfois soumises à des accidents de parcours. Mais ça veut dire qu'un indépendant peut avoir, puisqu'il a acquis des droits portables, il peut avoir une indemnité chômage. Ça veut dire qu'un livreur à vélo, il peut se casser la figure, puisqu'il a acquis des droits sociaux, il peut être indemnisé de sa perte subie d'activité. Ça veut dire tout ça, tout simplement ça. Ça veut dire, est-ce que ça veut pas dire une espèce de concurrence aussi un petit peu déloyale entre le salarié et l'auto-entrepreneur? Pourquoi une concurrence? Je vous pose la question, je ne sais pas, entre l'auto-entrepreneur qui peut avoir des droits, les mêmes droits que le salarié, et le salarié qui est là en se disant, moi, mes droits, j'ai du mal aussi, j'aimerais en avoir un petit peu plus. Et puis, je trouve que là, Mais je pense qu'il faut sortir de cette logique où l'un et l'autre sont en concurrence. Ce sont des individus qui, de toute façon, nous le savons tous, feront à un moment donné, auront des statuts de travail différents tout au long de leur vie. Moi, je ne crois plus à la linéarité unique de la carrière. Ça n'existera plus. On est rentré dans la société X, et on y a fait 40 ans de travail pour partir à la retraite, je n'y crois plus. Moi, je crois à une société où, quand on est jeune, on va être indépendant, puis on va trouver un job salarié, puis on va redevenir indépendant, puis on va cumuler plus de mobilité, en fait. Les deux. Et donc, c'est de la perméabilité des statuts. Faut rendre poreuse cette société qui est cloisonnée, bétonnée, qu'on a enfermée dans des régimes. Et dont on a hérité. Dont on a clairement hérité. Au Maroc. Bien sûr. Au Maroc. Ça, je ne sais pas. C'est pour ça que j'allais vous amener sur la transition. Ça, je ne sais pas. Dont on a hérité au Maroc. Je ne le connais pas. Cette rigidité, mais je pense que et de flexibilité mais aussi. Je pense que pardonnez-moi, mais les jeunes nous poussent à ça, le numérique nous pousse à ça, l'économie de service nous pousse à ça, et notre consommation nous pousse à ça.
nous pousse à nous reposer des questions qui sont directement liées à notre façon de consommer. On consomme plus aujourd'hui de la même façon. Je regardais un petit supermarché à Paris, ouvert toute la nuit. Mais vous savez que vous allez rire, il n'a pas de salariés. Il n'a pas de salariés, il a des ouvert robots toute la nuit. Non, il a des guichets ouverts, il a des caisses automatiques. Donc, et des tout est vigiles qui ne robotisé, sont pas des salariés. Ben voilà. C'est ça l'avenir? J'en sais rien. Je sais pas, parce que l'auto-entrepreneuriat, c'est ouvert. C'est un peu l'ouverture sur la précarité. C'est ouvert de minuit à 7h du matin. Moi, je ne vais pas faire mes courses à minuit, mais je peux très bien admettre qu'il y ait des gens qui travaillent dans un journal, ils finissent à 2h du matin, ils vont faire leurs courses. On ne peut pas empêcher ça. Vous savez, c'est qu'on ne peut pas résister au progrès, on ne peut pas résister à ce nouveau monde qui dessine. Vous n'empêcherez pas, vous ne pouvez pas imposer aux gens une façon de vivre. Ça, c'est fini. Ils ont des façons de vivre qui sont différentes. Eh bien, laissons-les libres de leur façon de vivre. Moi, si je veux faire mes courses à 3h du matin, ça regarde personne. Et c'est votre droit, pour rester dans le droit. C'est mon droit. Au Maroc, le statut d'auto-entrepreneur, ça y est, il est mis en place. Il y a aussi tout un cadre statut et un cadre fiscal. Je ne connais pas assez dans le détail. Oui. Moi, j'ai noté dans cette réunion de ce matin, j'ai eu quelques échos. Des choses bien, des choses qui sont améliorables. Des choses bien, évidemment, il a été lancé. Oui. Il a été porté. Merci à tous ceux qui l'ont effectivement créé. Je saluerai particulièrement Zakaria Fahim, avec qui j'ai beaucoup travaillé pendant quelques président de la commission années PME à la CGM. Pour justement promouvoir ce régime. Il était plus visionnaire dans son pays que moi dans le mien, si je puis dire. Bon, il n'empêche. Bon, ce que j'ai noté quand même, c'est qu'il y avait deux petits éléments. D'abord, un grand élément de complexité. Je suis fasciné, c'est qu'on a un peu le sentiment que le régime, on veut recalquer des modèles. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde rentre de la même façon, dans le même régime, dans le même système, dans le même statut, avec les mêmes pourcentages, etc. Je n'y crois pas. Ça, je n'y crois pas. C'est-à-dire que le modèle français n'est pas duplicable au Maroc, c'est ce que vous êtes en train de dire, en l'état. Non, c'est-à-dire que le modèle français doit être dupliqué au Maroc, et notre modèle, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. De ce que j'en ai compris, mais je ne suis pas rentré dans les détails. Et le deuxième point, moi j'ai le sentiment qu'il faut que nous travaillions ensemble, parce qu'on a les mêmes causes produisent les mêmes effets, à une question finalement qui se résumera à éducation. L'éducation, on y revient. C'est la perception qu'ont les plus jeunes de nos compatriotes à comprendre l'économie. Moi, j'ai la conviction que tous les gens ont un talent, à condition qu'on leur donne une chance de l'exprimer. J'ai la conviction que tous les gens ont envie d'indépendance, à condition qu'on leur donne une chance de pouvoir le faire. J'ai la conviction que tous les gens ont envie de travailler avec d'autres, de s'associer ensemble, d'essayer de grandir, de porter des projets. C'est hallucinant le nombre d'idées qui fourmillent dans ce monde. Mais laissons-les faire et donnons-leur à tous les moyens de faire, à condition que ça respecte quelques règles. Le respect de la consommation, le respect des droits. On doit on doit acquitter des droits sociaux pour pouvoir en bénéficier. Bref, mais d'essayer de rendre la société agile, la société fluide. Faut donner de l'air. De l'air. Il faut de l'oxygène. Il faut de l'oxygène, il faut de l'air. Les marins disent il faut de l'eau sous la quille. J'aime bien cette phrase parce que je trouve que elle est empruntée aux vieux navigateurs, vous savez, qui calculaient, qui sondaient et qui demandaient toujours dis-moi combien il y a d'eau sous la quille. L'eau sous la quille, ça va prendre le vent. Et moi, je pense qu'il faut jamais essayer d'aller contre le vent. Il faut essayer de régler les voiles pour aller prendre le vent. Donc profiter du vent. Voilà. Et je trouve qu'il y a aujourd'hui une chance. Une chance, une dynamique, parce que sur l'auto-entrepreneuriat aussi, l'auto-entrepreneur dans sa globalité, c'est aussi, me semble-t-il, la capacité à s'unir, à être réseauté, à pouvoir aussi mutualiser un petit peu le savoir-faire de chacun. Vous avez mille fois et sachant aussi que je vais vous ramener au Maroc, parce qu'on a peut-être une problématique d'ordre, une contrainte, une réalité culturelle, c'est qu'on a du mal à travailler ensemble, à mutualiser les efforts et les compétences. Alors je ne sais pas si c'est le cas en France. Alors je vais vous ramener à une chose qui est absolument pour lequel je milite, parce qu'elle n'existe pas en France. Lorsque deux auto-entrepreneurs, par exemple nous deux, on a envie de s'associer pour porter un projet commun ou répondre à un marché. En France, sans doute comme au Maroc, on n'a pas d'autre solution que de créer une société.
en fait, on va se marier, quoi. Et le mariage, c'est toujours compliqué. Avec un contrat de mariage. Avec un contrat de mariage, avec des vrais statuts, un truc un peu rigide, quoi. Et puis quand on voudra se séparer parce qu'en fait on s'aimera plus ou que moi j'aurais trouvé quelqu'un d'autre pour m'associer, et ben on pourra pas, ça sera très compliqué, etc. Les Anglo-Saxons ont inventé un truc génial, c'est le partnership. Vous savez, c'est une forme un peu associativo-économico-sociétale. C'est on répond ensemble à un projet, à un marché, mais chacun garde sa liberté. J'adore ce système-là parce que d'abord, il a permis la création des 4 plus grandes entreprises du monde. Elles sont toutes nées dans un partnership. Ça, c'est un premier sujet. Le deuxième point, c'est que il faut que c'est dépoussiéré de tout statut. Et moi, je suis sûr que, je prenais cet exemple ce matin, si 10 auto-entrepreneurs s'associent entre eux pour répondre au marché de la réfection, par exemple, de votre bureau ou de votre studio, eh ben, on pourrait trouver un peintre, un électricien, un informaticien, un je sais pas quoi. Ils s'associeraient pour répondre à votre demande. Puis après ça, ben, chacun retourne à ses chères études et à ses propres clients. Et ça fonctionne. Ça fonctionne parce que c'est une liberté supplémentaire. Donnons ces libertés économiques, elles sont fondamentales parce qu'elles sont créatrices de richesse. Y compris pour décrocher les marchés publics ou en tout cas être éligible. Y compris pour les marchés publics. Parce que je crois que c'est aussi un véritable enjeu pour l'auto-entrepreneur. C'est un enjeu. Moi, je me souviens, quand on a créé l'auto-entrepreneur en 2009, on me dit ça marchera pas. On en a fait 1 million. Il a péniblement dépassé la barre des 8 milliards de chiffre d'affaires. Il est aujourd'hui à 20. Il paie un peu plus de 5 milliards de cotisations sociales et fiscales. Donc aujourd'hui, ce régime, il a sa place. Il est fort heureusement, il a l'oreille attentive des pouvoirs publics, il a l'oreille attentive du président de la République, je le sais. Vous le savez parce que vous en avez discuté avec lui ou il vous a envoyé un messager ? Parce que quand j'en discute avec ses conseillers, j'entends les messages. Voilà, c'est pour ça que je... Et parce que je sais qu'il y a été attentif à un moment donné où il a été menacé et qu'il n'était pas président de la République et il a pris fait et cause pour ce régime et je lui en sais, à titre personnel, extrêmement gré. Donc je trouve que ça mérite, cette cause mérite d'être travaillée, d'être amplifiée, d'être promu. C'est une très belle cause parce que finalement, elle va chercher d'une part le ressort profond des Français et de tous les individus, leur capacité à développer leur talent, et deuxièmement, parce qu'elle s'adresse aussi bien à des jeunes qui sont les moins bien formés, les moins bien éduqués, ceux qui n'ont pas reçu la très belle éducation dans les très belles écoles, et ceux qui sont les mieux formés des mieux formés, l'élite, parce que eux, ces deux extrêmes, savent équitablement entreprendre. Et là, je trouve que c'est un très beau message que nous donc en fait, tout le monde est sur le même pied d'égalité, absolument, malgré les handicaps qu'on pouvait avoir sur la ligne de départ. Absolument. Ça n'empêche pas qu'il faut travailler pour communiquer, parler, faire des médias, que vous soyez l'écho de cette cause, et je vous en remercie, et justement essayer que le maximum puisse entreprendre. Merci en tout cas, François Une Hurel. Chance à chacun. Une chance à chacun et un avenir pour tous. Merci beaucoup. Merci en tout cas, François Hurel. Je rappelle que vous êtes président de l'Union des auto-entrepreneurs en France et le Géo trouve tout du régime auto-entrepreneurial. J'aime beaucoup ce mot-là. J'aime beaucoup ce mot-là. C'est vrai. Et je vais essayer de trouver filament. Parce que vous savez, Géo, il a toujours un petit génie qui s'appelle Filament. Eh ben, il faut que je trouve Filament, mais je l'ai peut-être trouvé. C'est ma déléguée générale. Vous serez peut-être guidé par la lumière, parce qu'un filament, c'est aussi lumière, non ? Sûrement, mais comme je vous le dis, c'est sans doute ma déléguée générale qui s'appelle Monique Santé, qui m'accompagne depuis le début dans cette association. Eh ben, elle est un peu mon filament si je suis le Géo trouve tout. Merci. En tout cas, François Hurel, et belle journée à vous. Merci à vous.